Merci de votre présence assidue, Madame la rapporteure, Madame, Monsieur, Monsieur le chef de service et Madame la sous-directrice. Nous poursuivons nos travaux avec l'audition du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal au sein de la Direction générale des finances publiques. Le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action des financeurs privés est large, les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques citées, d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Je parle de la commission d'enquête. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Monsieur Créange. Je le jure. Madame Lerat. Je le jure. Je vous remercie. Donc, votre audition s'inscrit dans une première phase de travaux assez longue et copieuse qui vise à établir un état des lieux de la réglementation applicable, des dispositifs visant à favoriser la philanthropie et des mécanismes de contrôle des acteurs et donc ceux dans tout le tissu de l'État concerné. Cet état des lieux doit nous permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant, bien évidemment, bloquer le système. Le maître mot de nos travaux sera la transparence. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont mis en exergue le rôle de l'incitation fiscale pour favoriser le don, mais aussi le rôle de la déclaration fiscale pour contrôler les acteurs. Votre audition doit nous permettre d'approfondir ces analyses et de comprendre comment s'organisent les différents secteurs ministériels pour intervenir. Monsieur le chef de service, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Je vous demande de ne pas dépasser 10 minutes. Alors, tout ce qui sera pris sur le temps vous sera utile, avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse la parole à notre collègue rapporteur Colombe Brossel pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à tous les deux de votre présence en style télégraphique parce que vous risquez, Monsieur Créange, d'avoir quelques autres obligations qui vous appellent. Et donc, on va essayer d'être extrêmement efficace dans cette audition. Vous l'aurez compris, notre sujet, notre fil rouge, c'est bien la transparence des financements des politiques publiques. L'État, notamment par le biais des incitations fiscales, mais pas uniquement, a accompagné le développement de ce qu'on pourrait appeler le secteur de la philanthropie pour couvrir le plus largement, secteur qui lui-même est en vrai bouleversement avec l'apparition des acteurs tels que les fonds de dotation. Ceci n'est pas nouveau. Ce qui peut l'être, c'est le bouleversement du paysage et l'apparition éventuelle d'acteurs dont les objectifs seraient moins la philanthropie que des objectifs de nature idéologique ou politique. Et c'est bien par ce fil rouge de la transparence que nous souhaitons travailler sur ce sujet. Moi, j'aurais finalement une question d'ordre général et quelques questions plus précises, notamment au regard de l'audition que nous avons eue du ministère de l'Éducation nationale. La question de nature générale, c'est comment est-ce que la DGFiP intervient dans la coordination avec les autres services de l'État sur les modalités de contrôle afin de garantir que les contreparties exigées en échange, on va dire, pardon, je ne trouve pas de mot plus élégant, des avantages fiscaux soient réellement examinés et que ce qui doit l'être soit respecté.
Voilà, et comment est-ce que, au-delà de votre rôle à vous, vous êtes organisé avec les autres services de l'État. Et puis, une série de questions précises sur la question des écoles. Nous avons donc eu l'occasion d'interroger le ministère de l'Éducation nationale, notamment sur la question des écoles hors contrat. Pourquoi ? Parce que la multiplication forte, importante du nombre d'écoles hors contrat depuis quelques années est extrêmement importante. Le nombre d'élèves scolarisés reste faible au regard des 12 millions d'enfants qui sont scolarisés dans notre pays, mais enfin, il y a une accélération. Et nous avons compris de cette audition que sur les éléments financiers, il y avait une autorisation qui était accordée sur la base d'éléments prévisionnels, d'éléments budgétaires prévisionnels, mais qu'il n'y avait pas de regard, soit a posteriori, soit en lien avec, par exemple, un fonds de dotation qui pourrait être le levier en matière d'investissement. Et le ministère de l'Éducation nationale regardant, lui, l'association en termes plutôt de fonctionnement, sans qu'il n'y ait de regard sur les flux financiers de l'un à l'autre, d'où vient l'argent et finalement à quoi sert-il. La seule chose qui nous a été évoquée dans cette audition, c'est le recours au service de la DGIFP et des directions déconcentrées autant que de besoin. Et donc, j'aimerais savoir à quoi correspond ce autant que de besoin, quels sont les sujets sur lesquels votre expertise est sollicitée, quels sont les problèmes auxquels vous avez pu être confrontés, quelles sont vos modalités concrètes de contrôle, et quel type de sanctions éventuelles peuvent être prises sur la base des éléments sur lesquels vos services sont amenés à intervenir. Merci à vous. Monsieur le chef de service, vous avez la parole. Et merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. En courte introduction, je vais juste rappeler peut-être une évidence, mais que la DGFiP, et je crois que vous avez auditionné le directeur de la législation fiscale, est un des acteurs du monde associatif, si j'ose dire, institutionnel, administratif pour le monde associatif, avec d'autres, et dans le cadre des missions qui sont les nôtres. Donc la direction de la législation fiscale va élaborer tout ce qui concerne les textes fiscaux, législatifs et éventuellement réglementaires. Et nos collègues du service de la gestion fiscale vont s'occuper de tout ce qui est le déclaratif, si les associations ont des obligations fiscales à remplir. Et puis, nous, au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, on est un peu en aval de ces processus. Pour la partie contrôle fiscal, bien sûr, c'est la vérification du correct civisme fiscal des acteurs économiques et des contribuables. Donc, tout ce qui va être le contrôle fiscal des associations, s'il y a lieu d'avoir lieu, sera examiné par des services spécialisés de contrôle. Mais il y a deux aspects dans notre métier. Il y a aussi la sécurité juridique. Le contrôle est une forme de sécurité juridique, mais c'est une parmi d'autres. Et parmi les autres formes de sécurité juridique, il va y avoir notamment les demandes de rescrit, donc des associations, des organismes sans but lucratif qui vont interroger les services de la DGFiP, que ce soit en centrale ou dans les DDFiP sur le territoire, pour savoir, généralement c'est pratiquement l'essentiel des questions, savoir si elles remplissent les conditions d'éligibilité à émettre des reçus fiscaux. Et donc les services déconcentrés de la DGFiP ou en centrale interviennent à ce titre-là directement auprès des associations pour leur délivrer ou non un rescrit, pour prendre position au regard des éléments que les associations nous présentent, pour vérifier qu'elles remplissent les conditions fiscales d'émission des reçus fiscaux. Bien sûr, nous avons aussi la partie contentieux en cas de contestation, que ce soit en termes de contrôle ou autre. Donc voilà pour notre cadre d'action, qui va être très centré sur la fiscalité. Alors j'anticipe un peu vos questions, mais voilà, notre mission, c'est le contrôle des conditions fiscales de l'éligibilité, notamment au mécénat,
qui va être la grande question. Et c'est un point que nous devons souvent rappeler à nos collègues des autres administrations, qui pourraient avoir tendance à penser que nous avons une mission un peu plus globale sur l'économie du monde associatif. Ce que nous regardons et ce sur quoi nous sommes interrogés, c'est pour vérifier si les associations ou les OSBL, pour en parler plus généralement, remplissent les conditions fiscales d'éligibilité, notamment à l'émission de reçus fiscaux ou au mécénat. Ça, c'est un point assez fort, puisque dans nos discussions interministérielles, il est parfois demandé à la DGFiP d'élargir son action au-delà de sa compétence pure et dure, qui est le fiscal. Alors, l'activité de contrôle des OSBL est particulière, parce que le rôle des services vérificateurs, c'est de vérifier que les contribuables qui ont des obligations fiscales les remplissent correctement, déclarent et payent ce qu'ils doivent payer. Il se trouve que les OSBL n'ont pas nécessairement d'obligations fiscales, n'ont pas de fiscalité à payer. Et donc ça nous a souvent placés dans une condition un peu, non pas difficile, mais limitée en termes de contrôle. Ces moyens et ces missions ont évolué par des lois récentes. Et pendant longtemps, nous n'avons eu pour compétence en contrôle que de vérifier si les reçus fiscaux émis par les associations étaient correctement émis en fonction des sommes reçues. Et depuis la loi de 21 sur le... Alors, j'oublie toujours le... Voilà, confortant le respect des principes de la République. Nos services ont les moyens de vérifier la régularité d'émission des reçus fiscaux, c'est-à-dire d'analyser un peu plus au fond l'activité des associations pour voir si elles remplissent bien les conditions d'intérêt général au sens fiscal. Je le précise, puisque l'intérêt général au sens global, souvent repris par le ministère de l'Intérieur ou d'autres, est un peu différent de l'intérêt général au sens fiscal qui est défini par la législation et les bulletins, les BOFIP, qui définissent les conditions fiscales de l'intérêt général. Et de ces critères purement fiscaux peut naître peut-être parfois une confusion ou des voilà. Je laisse Florence. Oui, en fait, quand on a fait des études un peu de sciences politiques, sciences humaines en général, quand on entend intérêt général, on pense à un concept plutôt de sciences politiques et dont la détention n'appartient à personne de cette manière, mais qui est une recherche du corps démocratique. Donc effectivement, si l'administration fiscale était détentrice du droit de définir ce qu'est l'intérêt général, je pense qu'on aurait des difficultés d'application et des difficultés philosophiques. Et donc en fait, quand les deux textes fondateurs du régime de la faveur du mécénat, les articles 200 et 238 bis, 200 pour les particuliers, 238 bis du Code général des impôts, mentionnent des organismes d'intérêt général, en fait, cette notion recouvre, même si c'est une source d'incompréhension fréquente, cette notion recouvre des critères fiscaux qui ont trait au fait que les dirigeants sont désintéressés, donc qu'ils dirigent la structure sans en retirer un intérêt personnel, ce qui, par ailleurs, n'exclut pas le fait d'avoir des salariés, de les rémunérer dans les conditions normales du droit du travail. Ensuite, l'activité de l'organisme ne doit pas être lucrative. Un organisme bénéficiaire du mécénat ne peut pas être une entreprise dans le champ de la concurrence. Et le troisième critère, qui est résumé par cette notion d'intérêt général, c'est le fait que l'organisme s'adresse à la collectivité d'un public qui n'est pas un cercle restreint. Donc il n'y a pas une sorte de retour du don vers les donateurs, en quelque sorte, dans un système qui serait un système clos. Donc quand on dit l'intérêt général au sens fiscal, c'est un peu une abstraction, mais concrètement, ça veut dire qu'on vérifie ces trois paramètres. Voilà. Et la deuxième chose qu'on vérifie, c'est que l'organisme poursuit l'une des finalités visées par la loi. Et dans ce domaine, la loi autorise un champ
de créativité très, très large et d'intervention très large à la société civile. Le domaine, j'ai compris, qui vous intéressait le plus est l'éducation, notamment. Donc, pour donner cet exemple, alors la culture, c'est vraiment la raison d'être du régime du mécénat, hein, un complément dans un domaine de politique publique un peu toujours en difficulté pour se financer parce qu'on a un magnifique patrimoine national. Pour illustrer la question des coopérations qu'on peut avoir avec d'autres ministères, si je prends la question de l'éducation, nous n'allons pas inventer une réglementation de l'éducation pour les besoins de l'application du droit fiscal. Et donc, systématiquement, pour interpréter cette notion d'organisme, par exemple, donc à caractère éducatif, nous allons essayer d'aller chercher dans les codes qui réglementent des politiques publiques, donc dans le code de l'éducation, ce qui est légal, en fait. Notre sujet, c'est la légalité. À partir du moment où une structure éducative est régulièrement constituée, nous considérons que nous devons constater cette légalité. Nous ne sommes pas investis d'un pouvoir régulateur dans des politiques publiques qui ne sont pas fiscales. Donc nous nous rangeons à l'avis, en fait, des différents secteurs de politique publique. Lorsque nous allons chercher un avis, nous leur demandons si l'organisme s'inscrit dans une politique publique. Soit nous le trouvons par nous-mêmes, c'est facile quand il y a un établissement sous contrat, peut-être s'il n'y a pas de contrat, on va être peut-être un peu plus prudent et on va chercher davantage d'investigation, mais fondamentalement c'est ça, on va chercher la compétence des autres ministères. Voilà. Non, mais est-ce que vous voulez que je peux comprendre sur le contrôle? Parce que il y a un point important. Il y a deux manières de. Enfin, pour faire un contrôle fiscal, il faut d'abord le programmer. Il faut faire les choses dans l'ordre. Donc, on va programmer un contrôle et donc sélectionner le contribuable qui aura la chance d'avoir sa situation examinée. Il y a X millions de personnes morales, entreprises ou associations. Il y a 41 millions de foyers fiscaux. Je ne vais pas parler des effectifs de la DGFiP, mais évidemment, il faut sélectionner les dossiers que nous allons regarder. Alors, il y a deux manières de procéder à une programmation d'un contrôle fiscal. Soit on croise des données, on utilise les données qui figurent dans les bases de la DGFiP, c'est-à-dire les données déclaratives. Et puis, on regarde si elles sont cohérentes, s'il n'y a pas des anomalies apparentes, si ça ne pose pas des questions. Il va de soi pour des organismes qui n'ont pas d'obligation fiscale, nous n'avons pas d'éléments dans les bases de données, par définition. Donc, on va basculer sur l'autre manière de programmer un contrôle fiscal, c'est d'avoir des informations extérieures qui ne figurent pas dans les bases de données. Et donc, ça rejoint la problématique du partenariat avec les autres administrations, quelles qu'elles soient. Si nous n'avons pas d'informations, signalement en disant cette structure est bizarre, il faudrait quand même que vous jetiez un œil. Voilà, je caricature, mais c'est quand même un peu l'idée. Eh bien, du bureau, on ne va pas se mettre à chercher au hasard pour savoir qui contrôler. Donc, il est extrêmement important pour programmer un contrôle que nous ayons donc ces informations souvent externes. Autres administrations, alors, notamment, ça peut être les préfectures, ça peut être les autres services déconcentrés de l'État, ça peut être la justice, ça peut être, que sais-je, et donc, ou le ministère de l'Éducation, Jeunesse et Sport, et qui va nous orienter et qui va nous aider à programmer un contrôle fiscal. Et c'est de cette façon-là que nous pourrons aller voir un organisme qui n'a pas d'obligation fiscale en tant que tel. Parce que quand une association, un organisme émet un reçu fiscal, eh bien, vous le recevez chez vous, si vous faites un don, mais la DGFiP ne le reçoit pas. Donc, il n'y a pas de base de données des millions de reçus fiscaux émis chaque année par les organismes sans but lucratif. Et donc, il n'y a pas moyen de recouper
entre les différentes déclarations pour savoir si tel ou tel organisme avait le droit, la légitimité et surtout le droit d'émettre le dit reçu fiscal. Ça, on n'a pas les moyens de le connaître, sauf information externe. Non, peut-être une réflexion, à défaut d'une question complémentaire qui vous serait adressée, c'est qu'il nous faudra certainement reprendre langue avec le ministère de l'Éducation nationale, puisque vous étiez l'une des administrations, notamment dans sa version déconcentrée, qui était citée comme venant en aide au ministère de l'Éducation nationale sur les articulations de flux financiers. J'entends que... Avec la DAF, notamment. Oui, voilà. J'entends que vous ne le faites que sur sollicitation et que votre avis est donc purement de respect de la législation fiscale. Donc, nous reprendrons langue avec eux. Karine Daniel. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'avais une question peut-être de précision par rapport à l'émission des rescrits fiscaux, puisque une grande partie des organisations ne demandent pas le rescrit fiscal. Donc, si elles ne le demandent pas, quelle est votre capacité de contrôle sur l'émission des attestations, sur leur pertinence ou pas? Donc ça, c'est une première question. Et puis, deuxième question, on a évoqué les interactions avec les autres ministères. Comment est-ce que vous interagissez avec le ministère de l'Intérieur sur, et notamment de manière déconcentrée, sur les objectifs des fonds mobilisés par des fonds de dotation ou par des associations, sachant qu'il peut y avoir des interconnexions et des interrelations entre différentes structures qui n'ont pas forcément le même périmètre géographique. Donc comment est-ce que tout ça s'articule? Est-ce que vous avez une vision globale? Si vous souhaitez l'avoir, quels sont vos moyens d'investigation? Qu'est-ce que vous mobilisez comme moyens? Ça me paraît important qu'on puisse avancer, nous, sur ces sujets-là, parce que il y a une grande multiplication des structures qui sont susceptibles de collecter les fonds et de les redistribuer, pas forcément directement, mais parfois via d'autres structures. Donc, c'est intéressant d'avoir quand même un panorama de ça. Alexandre Basquet. Merci Madame la Présidente. Juste en complément, vu que vous dirigez un contrôle dès lors que vous êtes sollicité par notre ministère, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, fourchette, du nombre de contrôles que vous effectuez par an, notamment parce que vous avez été sollicité ou par le ministère de l'Éducation nationale ou par le ministère de l'Intérieur ou par Jeunesse et Sport? Bon, savoir si voilà, un ordre de grandeur, j'ai du mal à me faire une idée. Merci. Allez-y. Juste, ma réflexion était que, donc, pendant très longtemps, en dépit de l'importance de la dépense fiscale et du souhait réitéré de la Cour des comptes que nous puissions contrôler davantage l'adéquation de l'emploi de ce soutien public avec la loi, pendant très longtemps, nous n'avons eu aucune capacité de contrôle. Il faut être très clair, c'est 2022, donc c'est très récent. Donc ça veut dire que nous sommes en train de construire une pratique. Deuxièmement, l'opposition du monde associatif, y compris à travers le Haut Conseil à la vie associative, l'opposition à toute forme de contrôle et d'intrusion dans les relations privées était très forte. Il y a eu un avis négatif du HCVA à la loi CRPR pour ce qui concerne le contrôle fiscal. À l'époque, l'équilibre qui a été trouvé a consisté à demander des éléments déclaratifs aux organismes émetteurs de reçus fiscaux de manière minimale. L'obligation déclarative annuelle des émetteurs de reçus fiscaux consiste à donner le nombre de reçus émis et le montant globalisé correspondant. Ce sont donc des données anonymes s'agissant de la personnalité qui donne.
nous n'avons aucune information sur l'identité des donateurs. Et c'était d'ailleurs pour éviter, à l'époque, nous avons été saisis très tardivement dans la construction de la loi CRPR, uniquement à l'automne, très peu de temps avant la présentation au Conseil des ministres. C'était pour éviter la difficulté liée à la confidentialité de données personnelles. Donc, ce que je veux dire là, c'est que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui une vision consolidée avec beaucoup de recul, puisque nous n'avions tout simplement aucune capacité de contrôle de la réalité de l'activité des organismes. Et je reviens à la question de Madame, c'est Karine Daniel, c'est ça. Effectivement, le régime du mécénat n'est pas un régime sous agrément. Donc, il est possible d'émettre des reçus fiscaux sans avoir demandé aucune autorisation. Le rescrit est une simple faculté. C'est notre principale sollicitation en matière de rescrit, néanmoins, chaque année. Donc, on en émet beaucoup. Mais le rescrit, c'est une analyse, je dirais, d'une documentation, souvent d'intention. Donc, c'est une apparence qu'on nous présente. Et donc, en aucun cas, il ne suffit à avoir une idée définitive des actions diligentées. Et d'ailleurs, quand on regarde les rapports de la Cour des comptes, que fait la Cour des comptes quand elle regarde le fonctionnement des OSBL? Elle regarde si l'affectation des fonds est conforme à l'information qui a été donnée aux donateurs pour les inciter à donner. Donc, c'est un test de la réalité de l'activité. Et c'est l'Office du contrôle fiscal qui est un complément donc indispensable au rescrit qui, lui, de toute façon, ne permettrait pas, si vous voulez, ce contrôle qui permet sans doute d'écarter les demandes très, très en dehors du champ. Mais la plupart du temps, quand on présente un rescrit, on s'insère dans le champ, en tout cas facialement, on s'insère dans le champ de cette légalité. Donc, il y a vraiment une complémentarité de nos missions de sécurité juridique et de contrôle fiscal. C'est sur ce point que je voulais insister et sur le caractère très récent de cette compétence. Et le ministère de l'Intérieur. Oui. Alors, pour répondre à la troisième question, on va vous répondre par écrit, parce que là, je n'ai pas les chiffres en tête. Mais comme vient de le dire Florence, ça démarre. Alors, sur les interactions avec le ministère de l'Intérieur, alors elles sont nombreuses. Effectivement, depuis quelques années, puis ça s'est traduit avec la loi de 2021. Elles ont lieu au niveau central, elles ont lieu au niveau déconcentré. Niveau central, ça va être la direction, la DLPJ des libertés publiques et les affaires juridiques qui va être plutôt en interaction avec nous, parfois le renseignement territorial également. Et nous avons une direction spécialisée nationale d'enquête fiscale, la DNEF, Direction nationale des enquêtes fiscales, qui, elle, comme son nom l'indique, s'occupe de recherche et d'enquête sur des sujets de fraude d'intérêt national. Donc, les sujets d'intérêt national et entre guillemets, les cibles, pour reprendre le vocabulaire intérieur, les cibles de niveau national seront plutôt examinées par la Direction nationale d'enquête fiscale. Au niveau local, les interactions sont très nombreuses puisque les préfets sont très engagés sur cette question-là. Donc, il y a les CODAF qu'on connaît, et puis les CLIR, les comités locaux, j'ai oublié le nom, sur l'islamisme radical, j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça, qui a vu la mobilisation autour du préfet des différents services de l'État susceptibles d'être confrontés à du radicalisme, du séparatisme. Voire de l'entrisme désormais. Et donc, il peut y avoir les services de l'éducation nationale, bien sûr, jeunesse et sport, droit du travail et finances publiques. Donc, cette mobilisation et ces relations sont nombreuses, avec, au départ, il ne faut pas le nier, parfois pour repartir sur les propos initiaux, parfois une incompréhension sur les pouvoirs et les limites des pouvoirs de la DGFiP. Non, on ne sait pas tout sur tout le monde. Non, voilà, on a
des missions bien précises, dans des limites juridiques bien précises. Et nous sommes soumis parallèlement au secret professionnel et au secret fiscal, qui en tout cas il y a quelques années, n'était pas levé vis-à-vis des services préfectoraux. Donc, ce qui pouvait engendrer quelques difficultés de dialogue. C'est-à-dire que les services du ministère de l'Intérieur pouvaient avoir de l'intérêt sur une cible associative, on va parler ça, et nous, on ne pouvait absolument, ou sur leurs dirigeants, plus précisément sur leurs dirigeants, et nos services localement pouvaient être en difficulté, puisqu'ils disaient, moi, j'ai rien le droit de vous raconter, puisque je suis soumis au secret fiscal, au secret professionnel et au secret fiscal. Donc c'est ce dialogue un peu complexe, à trouver des modalités de résolution, et avec une modification du livre des procédures fiscales dans un des articles L135 Z2A, je crois, voilà, qui permet d'échanger entre DGFiP et services préfectoraux pour vérifier sur des éléments qui permettent de vérifier l'éligibilité des organismes sans but lucratif au mécénat. Mais donc il a fallu passer par la loi. Donc ces interactions, elles sont nombreuses. Néanmoins, les services de la DGFiP conservent totalement leur autonomie dans le déclenchement d'un contrôle. Et donc, un directeur des finances publiques et ses équipes par délégation seront seuls à décider si elles engagent un contrôle fiscal sur telle ou telle personne physique, tel ou tel organisme. C'est des FIP qui, entre guillemets, est responsable, j'ai envie de dire même financièrement, avec la responsabilité des gestionnaires publics. Et ce sont ces services qui gèrent les relations avec le contribuable, les éventuels contentieux, le recouvrement, etc. Et donc le préfet, qui n'a pas autorité sur le directeur départemental des finances publiques, ne peut pas imposer le lancement d'un contrôle. Ce seront toujours les services de la DGFiP qui lanceront ou pas, en fonction des anomalies apparentes, en fonction des questions ou des informations que ces services ont reçues. C'est sur la base de ces informations, si elles sont pertinentes et qu'elles posent effectivement des questions fiscales réelles, que le contrôle sera lancé. Et peut-être un exemple qui montre à quel point la coopération est nécessaire de plusieurs sources. Je vais prendre le cas des associations cultuelles. La police en matière administrative, en matière de culte, appartient au ministère de l'Intérieur. La reconnaissance de la qualité d'association cultuelle depuis la loi 1905 est une compétence exclusive du préfet. Donc, si le préfet nous informe qu'une association émet des reçus fiscaux en se présentant comme cultuelle, en nous expliquant que ses services ont instruit sa situation et constate qu'elle ne remplit pas les critères légaux pour être une association cultuelle, il nous donne une information qui nous permettra de tirer des conséquences fiscales en venant contester le régime de l'association cultuelle, qui en plus ne comporte pas seulement le bénéfice du mécénat, mais aussi une exonération de taxes foncières. Donc ça, c'est un exemple type du fait que nous sommes tributaires de renseignements externes. Dans le cas d'une école privée, sous contrat ou hors contrat d'ailleurs, si le ministère de l'Éducation nationale constitue une série de preuves que cette structure ne fonctionne pas conformément soit à son contrat, soit en l'absence de contrat, conformément à la législation, alors, si elle nous donne l'information, parce que nous devons motiver notre travail, si elle nous donne l'information, nous pourrons motiver qu'à nos yeux, l'organisme ne remplit pas sa vocation éducative. Mais nous ne pouvons pas être à l'origine d'une évaluation sur la conformité de l'établissement avec les engagements qu'il a auprès de l'État, de la nation. Et ça, il faut donc bien qu'il y ait une répartition des rôles qui reste très claire et une coopération. Alexandre, pardon, vous vouliez compléter. Alexandre Masquin. Merci. J'ai bien en tête la question de l'autonomie de la DGFiP. Je n'ai pas de
souci avec ça, mais quand vous êtes sollicité par un ministère, je suppose qu'il y a un faisceau de suspicion quand même. Et donc j'aimerais savoir quels seraient les critères qui justifieraient le fait que vous ne diligenciez pas un contrôle. Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que, au regard de la multiplicité des contrôles, il y a une priorisation qui est faite par vos services ou pas, ou c'est au tout venant, ou il y a des caractéristiques bien précises qui fait que vous priorisez plutôt un élément qu'un autre, tout simplement? Alors, je vais creuser le sillon, parce que c'était un peu aussi l'objet de ma question. Est-ce qu'il y a une doctrine? Alors, je sais que c'est récent, mais il n'empêche que vos services ne sont pas déconnectés de ce qui se passe dans le pays, voire dans le monde aussi. Et donc, il y a quand même des grands mouvements, il y a des événements. Parmi les grands mouvements, on voit bien que les fonds de dotation, on voit bien que les fondations, on voit bien que la philanthropie est un sujet et peut potentiellement devenir l'objet, ou en tout cas la proie ou l'outil d'un certain nombre de structures, de personnalités qui se sont organisées pour, au final, aller à l'encontre de l'intérêt général et de l'intérêt public, enfin, en tout cas avoir des stratégies parallèles qui peuvent nuire à notre fonctionnement républicain. Et donc, à un moment, la question qu'on se pose, c'est celle d'une doctrine, ou à tout le moins de hiérarchie interministérielle qui se dégagerait. Et même si vous émettez un avis fiscal, s'il y avait des priorités qui étaient lancées, est-ce que vous seriez en capacité de pouvoir suivre ces priorités pour tirer le fil de stratégies communes qui pourraient se décliner, d'ailleurs pas exclusivement que dans le domaine scolaire, ça pourrait être la culture, l'école, et voilà, et donc une espèce de massification. Et cette massification, elle n'est possible que s'il y a des flux financiers importants. Évidemment, ça se fait pas. C'est pas des donneurs des petits dons, même s'ils sont très nombreux, qui peuvent avoir cet effet-là. Et donc, pour le coup, vous êtes quand même à un endroit stratégique pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et vous avez, même si vous ne savez pas tout, vous avez quand même des moyens d'investigation qui sont les vôtres et qui permettent, ne serait-ce que sur la question des flux financiers étrangers, enfin, tous ces sujets-là, qui permettent quand même de pouvoir, amener des éléments dans les dossiers pour pouvoir accréditer des thèses ou des suppositions. Et c'est finalement vos services à vous qui vont donner la réalité des choses. Et puis la deuxième question, c'est... alors j'ai bien compris que c'était récent également, mais en dehors de ces hiérarchies qui pourraient être interministérielles, de ces stratégies, est-ce que vous êtes en capacité de voir émerger à un moment un signal d'alerte, voilà, une alarme, voilà, qui porterait sur ces sujets-là et dans le domaine de la philanthropie singulièrement? Vous dites que vous êtes dépositaire enfin que du coup le nombre de reçus émis, le montant globalisé, etc. Ça peut être quand même des signes qui, enfin voilà, il y a un nombre de reçus qui explose d'un coup auprès d'une fondation ou auprès d'une association. Ça peut être un élément, par exemple. Est-ce que vous avez organisé une espèce de vigilance de ce type pour être sensible à ce type de signaux? Alors, je vais essayer de répondre à ces questions avec Florence. Sur les critères et la priorisation. Alors, c'est vrai que ça a souvent été comment dire, c'est très mystérieux quand on est à l'extérieur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a 4500 vérificateurs à peu près en France, d'entreprises et de personnes, vérificateurs d'entreprises, qui seraient amenés à faire le contrôle qui sont amenés à faire le contrôle des OSBL. Voilà, par rapport aux 5 millions d'entreprises et X millions d'OSBL, je vous laisse faire le calcul. Donc on a un des critères pour nous, c'est est-ce qu'il y a un enjeu entre guillemets fiscal, c'est-à-dire que par rapport à ce qui est déclaré, par rapport aux informations que nous avons, est-ce que aller voir l'organisme d'entreprise, ou c'est un club de sport, ou parce que voilà, est-ce que entre guillemets on arrivera à faire quelque chose fiscalement?
où un dirigeant, on va nous dire, je vais parler très clairement, ce dirigeant, ce type est louche, c'est bizarre, regardez. Alors, on peut regarder dans nos bases, effectivement, on peut voir qu'effectivement, il gagne il gagne un SMIC, puis il a tout un tas il a de nombreux enfants, etc. Il se retrouve non imposable. Voilà, c'est un exemple théorique, mais ça peut arriver. Bon, on ne va pas diligenter un contrôle fiscal là-dessus. C'est-à-dire que si on n'a pas d'éléments plus avant, avec son train de vie apparent, ou pas d'informations, on ne va pas aller faire un contrôle fiscal sur une personne non imposable. Vous voyez, et donc, on a souvent eu ce genre de discussion un peu compliquée avec nos partenaires ministère de l'Intérieur en leur disant « amenez-nous des informations qui démontrent des schémas complexes de fonds de dotation, de personnes morales qui interviennent peut-être bizarrement ou avec des flux étrangers, etc., etc. Avec des associations qui apparemment ne profitent qu'à un cercle restreint de personnes. Amenez-nous des éléments. Nous, ce que je disais tout à l'heure, du bureau, si on consulte ce qu'on peut consulter comme base, voilà, on n'aura pas forcément d'informations. Donc, c'est cette compréhension mutuelle d'objectifs qui peuvent être partagés en interministériel, mais des moyens qui sont les nôtres, du droit qui est le nôtre, d'aller contrôler dans des durées limitées, avec bien sûr le respect du droit de la défense, du débat contradictoire du contribuable tout à fait normalement, avec du contentieux potentiel, etc. Voilà, j'ai envie de dire, on est vraiment dépendant d'informations extérieures, comme on vous l'a dit. Alors c'est vrai que les OSBL ont des obligations déclaratives désormais du nombre de montants, le nombre de reçus fiscaux émis et des montants associés qu'ils doivent déclarer. C'est le genre d'obligation déclarative intéressante, mais comment dire, la base de données n'est pas dans les bases de la DGFiP nativement. C'est une démarche simplifiée. Donc, ça nécessite, c'est un peu complexe à requêter. Néanmoins, quand on regarde... Pardon, je me permets juste oui. de vous interrompre. Je ne suis pas sûre qu'on ait, en tout cas moi, totalement compris ce petit morceau de phrase sur le fait que... pardon. Non, mais qu'il y avait des données qui nous paraissaient intéressantes sur les reçus fiscaux et apparemment ça ne se connectait pas totalement avec vous, vos propres données, ça avait l'air compliqué. Si vous pouvez juste vous arrêter en fait, là-dessus, je nous ai tous vu froncer des sourcils. C'est pas une, comment dire, quand ces organismes déclarent, ça arrive sur un site interministériel, démarche simplifiée, mais ça n'arrive pas dans les bases de données des GFIP nativement, ce qui est plus compliqué pour croiser avec nos bases à nous. Et surtout, ce sont des informations brutes et assez massives. C'est-à-dire que quand vous regardez, moi j'ai regardé il y a quelques années, au tout début, c'est vrai que vous avez les mastodontes du mécénat, vous avez la Croix-Rouge, vous avez la Fondation de France, vous avez, c'est ce qui est normal, vous avez beaucoup d'associations diocésaines, vous avez, etc. Et vous avez, donc ça ne pose pas de questions. Et en revanche, vous n'avez pas ceux qui ne déclarent pas et vous n'avez pas les moyens de contre-expertiser pourquoi, qui n'a pas déclaré en réalité. C'est assez logique. Et ben voilà, c'est la question. Et donc, comment on fait pour les trouver? On a besoin d'informations externes. Donc, c'est... Pardon, je ne pouvais pas m'empêcher de réagir. On a eu un échange avec... ce n'est pas du tout... C'est juste que ça m'y fait penser. Ça n'est pas du tout pour être discourtoise, mais on a eu un échange donc avec vos collègues de la législation fiscale et du ministère de l'Intérieur tout à l'heure, et on faisait référence à un rapport qui a été produit par l'IGA sur les fondations, les fonds de dotation. Et pardon, je suis désolée, je reprends cet exemple, mais voilà, sur le fait que la région Île-de-France a cessé tout contrôle des fondations abritantes en 2000. J'ai dit quoi? La préfecture d'Île-de-France, a cessé tout contrôle des fondations abritantes en 2020. J'imagine pour des raisons d'effectifs. Et du coup, je comprends assez bien ce que vous nous dites, mais si les préfectures n'ont elles-mêmes plus les moyens de regarder
je ne vois pas bien comment elles peuvent vous alerter et vous mobiliser. Il y a un petit côté Shadok, réverbère voire lampadaire, lampadaire voire réverbère. Tout à on fait choisit vrai. son- C'est un sujet très important. Effectivement, il ne peut y avoir de coopération avec les préfectures que si cette fonction des préfectures est renforcée, ce à quoi s'emploie le ministère de l'Intérieur, qui est notamment en train de créer une base de données consolidée, de laquelle il espère tirer cette vision d'ensemble et effectivement peut-être aussi quelques automatisations dans les contrôles, c'est-à-dire une structuration de contrôle. Le ministère de l'Intérieur me semble tout à fait effectivement conscient de la nécessité de renforcer sa fonction de contrôle. Ce que je voudrais dire, c'est que, parce que j'ai assisté à la création de la loi CRPR, à l'amendement, c'est un amendement, ce n'est pas un texte, c'était pas dans le texte initial. Pendant tous les premiers mois de préparation de ce texte, la Direction générale des finances publiques n'a pas du tout été associée à cette question du contrôle des financements. Et il se trouve qu'il y a eu, il y a eu une actualité malheureuse qui a relancé la question de savoir si on pourrait coopérer en fin d'année. Donc, on a produit cet amendement qu'on gardait depuis très longtemps. Je ne voudrais pas donner l'impression que l'administration fiscale n'est pas allante pour contrôler la législation fiscale. Hein. Je veux dire, nous étions depuis des années, nous rongions notre frein parce que nous n'arrivions pas à... et la Cour des comptes... À juste titre, nous disait, mais vous savez, c'est la deuxième plus grosse dépense fiscale ou troisième, ça dépend comment on regarde, mais c'est vraiment un effort public très important. La Cour des comptes ne comprenait pas que nous ne soyons pas beaucoup plus actifs. Comme l'a rappelé le chef de service, nous ne pouvions contrôler que les organismes qui avaient une activité d'entreprise en réalité. Donc, l'essentiel du champ de la philanthropie nous échappait. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on a commencé à réfléchir à ce que devait être une doctrine d'emploi de ce texte, on s'est dit, on va avoir un point d'entrée par les enjeux financiers qu'on va trouver dans nos déclarations, puisqu'on va avoir les principaux déclarants, qui est un bon point d'entrée. Regardez quels sont les organismes qui sont les plus bénéficiaires de cette solidarité nationale. Ça, c'est un point d'entrée. Un autre point d'entrée, c'est de dire, qu'est-ce que nous avons voulu faire quand nous avons proposé cet amendement ? Nous avons voulu ne plus nous retrouver dans la situation où des signalements d'émissions de reçus fiscaux irrégulières nous étaient faits, soit par l'intérieur, soit parfois par la représentation nationale. Il y a eu des questions écrites. J'ai le souvenir, par exemple, de questions écrites sur des problématiques d'organismes qui militaient contre le droit à l'avortement, ou pouvaient organiser des sittings dans les lieux médicaux, etc. Nous n'avions aucune capacité d'action. Donc, nous ne voulions plus nous retrouver privés de capacité d'intervention face à des situations avérées de manquement à la loi et d'infractions avérées. C'était déjà pour nous, vraiment, je me permets de me replacer dans une situation où on était totalement impuissant. Donc, pour nous, c'était déjà un progrès de pouvoir agir. Maintenant, on voit qu'il y a une attente nouvelle qui se présente, qui est d'être en soutien à d'autres politiques publiques. Donc, par exemple, la lutte contre l'islamisme radical pour le ministère de l'Intérieur. C'est vrai que là, on est loin de nos cœurs de métier, et donc nous ne pouvons intervenir que si nous sommes correctement renseignés, pour pouvoir ensuite, parce que très concrètement, ça veut dire qu'ensuite, on fait une intervention dans l'organisme et qu'on motive, on doit motiver juridiquement, c'est du droit, la remise en jeu de l'application du mécénat. Cette motivation, elle peut soit tenir au fait que l'organisme n'est en réalité pas sans but lucratif. Ça, c'est vraiment pleinement notre domaine, notre zone de confort, on peut dire, puisque ça, ce sont des critères fiscaux qu'on manipule facilement. Quand, en revanche, la difficulté vient d'une contestation de la conformité de l'organisme à la cause qu'il prétend servir en conformité avec la loi, le sport, la culture, l'éducation, enfin, la liste est très, très longue. Là, il nous faut bâtir un argumentaire juridique. Et donc, Madame la Présidente, ce que je voudrais vous dire, c'est que oui, nous pouvons contrôler à condition
que nous soyons au clair, en fait, sur ce que nous devons contrôler, c'est-à-dire quels sont les manquements à la loi que nous pouvons relever. Et la grande difficulté, en fait, de la thématique que vous abordez, c'est d'établir des infractions dans des domaines où nous ne sommes pas dépositaires de la compétence, même de l'expertise technique, sur ce qui est constitutif d'une infraction à une autre législation que la législation fiscale. C'est-à-dire que vous ne pouvez finalement enquêter au plan fiscal que s'il y a une infraction fiscale. C'est-à-dire qu'une autre infraction ne peut pas nécessiter, ou on ne peut pas vous demander De la qualifier. Je pense que ce serait une source de désordre dans l'État. C'est-à-dire, nous pouvons bien sûr, en faisant des constatations, en regardant les rapports d'activité, en regardant les comptes, en observant à travers un contrôle sur place, donc l'avancée permise par la loi CRPR, nous pouvons faire des constatations. Mais qualifier une activité et considérer qu'elle n'est pas en phase avec une réglementation qui n'est pas la législation fiscale ne peut pas être le fait. Alors, ça, c'était pas C'est juste le point que je veux poser. Moi, ce que je souhaitais savoir, c'est si, dans les outils de l'État, l'enquête fiscale, votre intervention fait partie du faisceau d'arguments qui permet de traiter la question d'une problématique qui a été soulevée pour une fondation, pour une association. Voilà. Est-ce que c'est un outil parmi les autres? Est-ce que c'est une preuve parmi les autres? Souvent, nous sommes face quand même à des structures qui ont une certaine puissance financière, ou si ce n'est financière, en tout cas une puissance tout court. Oui. Et donc, c'est plus souvent le faisceau d'arguments que la preuve irréfutable, ponctuelle, qui nous permet de trancher la question. Or, la République mérite qu'on puisse avoir cette capacité à développer tous les outils. Les éléments que nous pouvons, sans contestation devant le juge, sous le contrôle du juge, apporter, sont effectivement les 3 critères qu'on rappelait en introduction. Est-ce que la gestion est désintéressée? Est-ce que l'activité est non lucrative? Est-ce que l'organisme fonctionne pour l'intégralité du public visé par son action caritative? À partir du moment où on entre dans le cœur du sujet, quand même, parce que le cœur du sujet, c'est quelles sont les causes que la représentation nationale a entendu servir. À partir du moment où on entre dans un domaine où la loi énumère des thématiques extrêmement générales, si on doit venir en renfort d'une politique de contrôle que la représentation nationale souhaiterait renforcer, il faut que des éléments d'illégalité de l'action de l'organisme soient relevés. Parce qu'à notre sens, le mécénat ne peut pas s'appliquer à un organisme dont le fonctionnement serait continuellement illégal. C'est ça notre thèse. On l'a déjà d'ailleurs présenté à l'occasion d'une commission d'enquête qui avait été sollicitée par une pétition pour un certain nombre d'organismes qui s'étonnaient que des organisations qui puissent utiliser, par exemple, la violation de la propriété privée, émettent des reçus fiscaux. On a répondu qu'à notre sens, un organisme qui, de manière pérenne, permanente, a pour ressort ou utilise pour levier d'action des actions illégales, donc par exemple, effectivement, méconnaissant la propriété privée, pour prendre cet exemple, ne pouvait pas entrer dans le champ du mécénat. C'est notre thèse. Restera à voir ensuite si le juge nous suit. Donc on peut faire beaucoup de choses, mais forcément en coopération avec soit la justice, soit l'éducation nationale, soit le ministère de l'Intérieur. Il faut une coalition de bonne volonté. Et une idée claire de ce qu'est la légalité, parce que le faisceau d'indices, c'est en fait un relevé d'infraction. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Karine Daniel, vas-y. Oui. Alors là, on entend que vous centrez votre analyse et votre action sur les organisations et les organismes. Concernant les donateurs, est-ce que vous agissez dans le domaine de la lutte contre le blanchiment, ou c'est pas du tout dans votre périmètre, ou est-ce que de la même manière, parce que on peut se projeter sur le fait que
des activités illégales pourraient utiliser des fondations, des fonds de dotation pour blanchir des fonds et pour les réinjecter dans le circuit et dans l'économie réelle. C'est sûr que la lutte contre le blanchiment, c'est une politique publique vraiment partagée par tous les acteurs de l'État. C'est un délit pénal. Donc nous, on peut être amené en appui éventuellement d'enquête judiciaire ou quand on obtient des informations d'enquête judiciaire qui nous arrivent, puisque les magistrats ont une obligation de nous informer. Non, c'est ma directrice générale, par ailleurs, de nous informer d'éléments susceptibles d'avoir un impact fiscal. Mais nous, on va se concentrer sur la fraude fiscale, pas le blanchiment, parce que le blanchiment, ça va vraiment être du pénal. Donc, on va participer, mais c'est pas ce qu'on recherche de prime abord. Mais il est évident qu'on participe à cette politique publique. Sur les donateurs, il va de soi qu'on va regarder là, par contre, dans les bases de données où on a des informations, si quelqu'un, et ça arrive, dit qu'il a des réductions d'impôts grâce aux dons qu'il a fait, mais qui sont supérieurs à ses revenus déclarés, ça arrive. Hein. Il y en a qui osent. Évidemment, là, ça interpelle et il y aura un contrôle sur la personne. Ça arrive. En revanche, voilà, là, c'est une hiérarchisation des enjeux et des anomalies. Mais comment... Vous n'êtes pas obligé de dire, quand vous faites un don, à qui vous donnez. Vous avez juste à déclarer un organisme d'aide aux personnes en difficulté ou autre. On ne va pas avoir d'informations spécifiques sur tel ou tel organisme qui reçoit des dons. Ce qu'on va regarder, c'est l'éventuelle disproportion entre la réduction d'impôt pour dons et les revenus de la personne, qui peuvent nous paraître problématiques. Et ça arrive souvent d'ailleurs. Moi, j'ai une dernière question. Ce matin, dans les auditions de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, il nous a été précisé que vous n'aviez pas connaissance de la nature, enfin, de la typologie de l'association, de la structure à laquelle le don s'adressait. C'est des classements un peu grossiers, médias culture, c'est ça. Si c'est culturel, voilà, etc., etc. Et est-ce que et donc bon, c'était signalé comme étant peut-être un nœud un peu quelque part, parce que ça peut être un outil indirect pour avoir des alertes, même pour vous, si vous aviez l'information. Est-ce que vous la jugeriez utile? J'ai bien conscience que ça complexifierait les choses, mais en même temps, c'est juste une... enfin, je veux dire, la terminologie est assez simple et le classement est assez grossier. Mais est-ce que vous trouveriez ça intéressant? Ou est-ce que ça vous aiderait, en tout cas au sein de vos services, interservices, peut-être à avoir des alertes plus tôt? Bon, il y a un appétit d'informations de sources publiques que je trouve légitime, puisqu'aujourd'hui, finalement, la répartition par thématique des dons soutenus par le régime du mécénat, finalement, elle n'est connue qu'à travers des sources privées, des organismes fédérant les mécènes. Donc c'est vrai, je trouverais bien, même ne serait-ce qu'en termes de connaissances statistiques, je trouverais bien qu'on ait eu cette capacité. Cela suppose donc des données déclaratives supplémentaires. Voilà, donc c'est un équilibre qui est sensible avec les organismes concernés. Parce qu'aujourd'hui, on a les dénominations des organismes qui se déclarent et qui donc doivent se faire connaître. À travers les noms, on peut éventuellement inférer des domaines, mais ça reste quand même quasiment inexploitable, si vous voulez. Ce ne serait pas une donnée robuste de répartition. Je vois un intérêt d'abord sur le plan de la connaissance statistique
et d'une connaissance qui soit d'origine publique et qui ne soit pas exclusivement d'origine privée. Voilà ce que je peux dire, qui me paraît le plus évident. Je pense qu'un autre point à avoir en tête sur le plan de la législation, qui n'est pas encore complètement testé devant le juge non plus, puisque nous n'avons pas beaucoup de contentieux, puisque nous avons très peu d'années de contrôle, c'est qu'à nos yeux, un organisme qui n'aurait qu'une activité, je dirais, sous un angle plus politique, de promotion d'une vision politique dans un domaine donné, mais sans être actif au sens de, par exemple, je reprends le domaine éducatif, qui promouvrait une vision politique de ce que doit être l'éducation, mais qui n'aurait aucune activité éducative en direction d'un public. À notre sens, cet organisme ne relève pas de l'activité éducative au sens du régime fiscal du mécénat. Nous avons toujours tenu cette ligne. Je ne sais pas si elle tiendra devant le juge. Je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'elle soit contestée un jour. Mais nous avons toujours tenu cette ligne que la législation relative au mécénat visait à des actions en direction d'un public éventuellement fragile ou en tout cas, mais de choses, d'actions concrètes. Et d'ailleurs, vous le savez, peut-être c'est assez cohérent avec le fait que nous ne contrôlons pas ce qui a trait au financement des partis politiques. Donc, quand on entre dans le champ de la sphère du débat public, je dirais que là, pour nous, on est plutôt hors champ du mécénat, hormis le cas prévu par la loi des partis politiques, qui était expressément visé par la loi. Vous lâchez des petites choses qui ouvrent plein de portes en fin d'audition. Ça, on est confuse. Ouais. Où est-ce que vous placez dans ce cadre-là le plaidoyer? Le plaidoyer seul, pour nous, ne correspond pas à à une action concrète en direction d'un public. Si, en revanche, l'action plaidoyer s'accompagne d'une solidarité matériel, j'allais dire, enfin, pour simplifier, avec le public correspondant au plaidoyer, et qu'on peut ranger cette action de solidarité dans l'une des rubriques, action culturelle, sociale, éducative. Le champ de la loi est extrêmement large, hein, donc en fait, c'est quand même très facile de se placer dans le champ de la loi. Simplement, le seul fait de promouvoir une vision politique d'une politique publique ne nous paraît pas suffisant. Voilà. Mais c'est une thèse qui sera peut-être contredite un jour devant le juge. Nous ne prétendons pas détenir une vérité. En fait, on a quand même un problème avec cet article du Code fiscal qui délimite des secteurs et non pas au sein de ces secteurs ce qui relève de l'intérêt général ou pas. J'attire par exemple à votre attention le fait que le collectif Némésis peut émettre des reçus fiscaux. Ben, moi je sais parce que c'est inscrit sur leur site internet. Dans les auditions publiques, effectivement, on n'est pas censé donner des avis sur des dossiers particuliers. Mais c'est sans faire une mauvaise blague, c'est le quotidien de nos services, en réalité, dans les demandes de rescrit ou demandes de solutions, même des DDFIP qui sont sollicités et qui ne savent pas quoi répondre. C'est le quotidien de comment interpréter les critères de la loi. Je me souviens d'un cas récent. Est-ce que les aidants, une association d'aidants, relevait-elle du... C'est pas le plus difficile. Non, mais voilà, on a des questions comme ça qui arrivent tous les jours. Mais là, c'est vous qui tranchez ou vous vous appuyez sur un argumentaire qui est fourni? C'est nous qui tranchons sous le contrôle du juge, puisque lorsque nous émettons un rescrit, s'il est négatif, il peut être contesté. D'abord, il doit être présenté devant ce qu'on appelle un collège de second examen, donc il fait l'objet d'une analyse par d'autres personnes compétentes également en matière fiscale, donc d'un premier examen administratif. Après la tenue de cet examen administratif, l'organisme, l'association, peut faire un recours pour excès de pouvoir contre cette analyse de l'administration. De la même manière, si nous faisons un contrôle fiscal, notre contrôle fiscal est soumis au contrôle du juge.
Donc, et heureusement d'ailleurs qu'il est soumis au contrôle du juge, évidemment. Pardon, du coup, vous ouvrez encore une nouvelle porte. On va vous libérer, hein, c'est promis. Le rescrit, c'est pour la vie? Tous les rescrits j'essaye. sont... Le rescrit, c'est pour on la a une vie. formule d'ailleurs en fin de réponse au rescrit. Donc le rescrit valable tant que la situation de fait est conforme à celle qui a été présentée à l'administration fiscale. Il est valable uniquement si tous les éléments ont été présentés de manière sincère, exhaustive, et que donc les données factuelles sont représentatives de l'activité. Et par ailleurs, il est caduc sans aucune intervention nécessaire de notre part en cas de changement de la législation. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup de vos réponses. Ça nous a permis de creuser le sillon que nous creusons. On creuse pour l'instant, hein. On creuse beaucoup, mais on a besoin justement de prendre ce temps-là, un peu d'état des lieux pour comprendre les intrications. Et donc, je vous rappelle que vous avez eu un questionnaire et même si vous souhaitez le compléter à l'aune écrit, voilà, à l'aune de nos échanges, au contraire. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage.